la question du statut du travail et du partage du travail, hein, pour mieux répartir le travail. Alors, je terminerai en citant un livre, et je crois que vous l'avez déjà cité. S'il y a un livre que vous pouvez lire et qui vous intéressera, je pense, pour réfléchir à cette question de quelle société demain, dans un monde plus écologique, plus respectueux de la personne, etc., eh bien, c'est le livre de Tim Jackson, donc, qui est un Anglais, qui a été le président de la Commission du développement durable en Grande-Bretagne, et son livre, le titre du livre, c'est « Prospérité sans croissance ». Prosperity without growth. Prospérité sans croissance. Tim, comme le prénom, T-I-M, Jackson, J-A-C-K-S-O-N. Et ce livre, donc, vous pouvez lire en anglais, mais qui a été traduit en français, et qu'on trouve partout parce qu'il a, je pense, pas mal de succès, hein, c'est un livre qui fait réfléchir à la société de demain. C'est-à-dire, quelle doit être cette société non productive, non productiviste, respectueuse d'un certain nombre de valeurs, qui partage le travail, etc. Et qui est sans croissance. Alors l'idée, c'est que je ne suis pas un décroissantiste pour ma part, hein, je ne suis pas pour la décroissance. Et je pense que on doit accepter l'idée, qui est peut-être douloureuse pour beaucoup, que nous rentrons inévitablement dans un monde à croissance lente. Ce n'est pas uniquement parce que nous avons une récession. La récession, bon, elle va un jour durer, c'est-à-dire un ralentissement dû aux politiques d'austérité, mais ne croyons pas que nous allons repartir vers un rythme de croissance du genre de 3 ou 4% par an, comme on a pu connaître dans le passé. Ça, c'est terminé. Définitivement terminé pour les pays comme l'Europe. C'est sûr. Enfin, je peux me tromper, évidemment, mais je fais ce pronostic. Et donc, il faut penser à une croissance lente. Pourquoi? Bien, une des raisons, c'est les raisons notamment écologiques. C'est que si on recommence à croître à une vitesse extrêmement importante, on va se remettre à consommer du pétrole, des ressources non renouvelables en général, à polluer, où on aura du mal à lutter contre la pollution. Et là, il y a un vrai problème. Surtout qu'il y a des régions du monde aujourd'hui, comme la Chine, comme l'Inde, qui sont beaucoup plus peuplées que nous, qui, elles, ont besoin de croître un peu plus vite que nous, parce qu'ils ont un retard énorme en matière de bien-être, en matière alimentaire, en matière de logement, en matière de... etc. Donc, nous avons déjà atteint un niveau de richesse. Notre problème, c'est pas tellement qu'on a... le problème, il est plutôt au niveau de la répartition des richesses entre nous. C'est-à-dire qu'on a atteint un niveau global de richesse assez élevé, dans les pays riches, entre guillemets. Le problème de demain, c'est moins un problème de produire plus qu'un problème de répartir mieux. Et ça, c'est un enjeu évidemment politique énorme, parce que les possédants, ils ne vont pas se laisser faire, évidemment. Et donc, il y a un problème politique évident là, derrière tout ça, mais c'est une des clés, hein, de la sortie de crise aussi. Et Roosevelt, quand il avait fait sa grande compression des salaires, c'est ce qu'il avait essayé de faire. Et malheureusement, les politiques néolibérales qui ont été menées depuis les années 70 ont cassé cette logique qu'avait instaurée Roosevelt, c'est-à-dire qu'ils ont réintroduit les inégalités que nous connaissons maintenant aux États-Unis comme en Europe. Hein. Et c'est ces inégalités contre lesquelles il faut lutter à nouveau. C'est vraiment un enjeu majeur. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Vous avez beaucoup de questions. Le micro arrive. Alors, il y a plein de mains qui se sont levées, j'ai pas vu laquelle était levée la première. Monsieur Payon, quel gouffre quand même entre les universitaires et les décideurs du monde politique? Comment vous, universitaires, pouvez influencer les hommes politiques aujourd'hui? Monsieur Léon, merci pour votre exposé très convaincant. Je voulais simplement peut-être citer Abraham Lincoln pour montrer que ça n'est pas tout à fait nouveau et que c'est ce qui s'est passé en 1929 puis en 2008 c'était déjà menaçant et perçu comme tel par le président des États-Unis. Si je me souviens bien, la citation est la suivante: la puissance financière fait la proie de la nation en temps de paix et conspire contre elle dans les périodes d'adversité. Elle est plus
despotique que la monarchie, plus indolente plus indolente que l'aristocratie, s'efforcera de prolonger son règne en utilisant les préjugés du peuple. C'est l'allusion notamment, là, je suppose, à la presse et aux médias, jusqu'à ce que la plus grande partie du patrimoine soit entre les mains d'un très petit nombre de gens et la République sera détruite. Je considère pour ma part que la République est déjà détruite. Je l'ai déjà expliqué d'ailleurs. Elle n'existe plus, la République. C'est la puissance financière qui domine. Et il faut absolument revenir et restaurer la République. Une citation encore, dans un autre sens. M. Denis Kessler, qui est l'un des membres du bureau du MEDEF, a écrit, j'aurais pas dû écrire, je veux dire, on peut toujours dire, mais on a mal compris, il a écrit, j'ai le numéro, dans un numéro de Challenge, je peux me souvenir que c'était en 2007, en septembre. Nous devons maintenant défaire tout ce qui a été fait par le Conseil national de la résistance. SIC. Merci, monsieur. Oui, bonsoir. Je rejoins la première question. Vous nous avez dit tout du long de votre exposé très pertinent, qui est tout le temps, vous avez dit il faut, il faut, il faut. Je me demande à qui vous vous adressez. Vous avez dit qu'en 80 ans, les choses avaient bien changé. Moi, je trouve que plus ça change, plus c'est la même chose. Quand vous avez parlé du New Deal et du CNR, vous oubliez que ces politiques-là étaient dans le contexte mondial où il y avait un pays extrêmement puissant qui était l'URSS et qui donnait l'espoir aux gens de renverser le capitalisme. On est loin de ça maintenant, quand les communistes appellent à voter pour des gens comme Hollande. Je rejoins aussi le monsieur qui a parlé avant moi. Pendant la guerre, les patrons américains qui, pour la première fois, avaient vu l'État intervenir dans les relations entre les employés et leur pouvoir, avaient décidé de tout récupérer. Et maintenant, on a la même chose en Europe. Et quand vous dites la crise est terrible, c'est la meilleure des choses pour le grand patronat. Ils sont en train de casser les salaires, etc. etc. Dis-moi, monsieur. Merci. Merci. Oui, mais je voudrais revenir sur le mot croissance et en plus, une petite aparté, tout le monde tombe dans les raids des mots à la mode. Par exemple, toi-même, tu parles de gouvernance. Un mot barbare pour moi qui vient directement du néolibéralisme. Par exemple, bon, sur le productivisme, mais il faudrait, non pas nous, mais enfin, chacun sait que les partis de gauche, ni de gouvernement en général, ont du mal, beaucoup de mal, à se défaire de ce chantre du productivisme. Depuis longtemps, on le prenait. Par exemple, ça a été quand même l'épée de Damoclès, l'épine, dans le pied du CNR, du Conseil national de la résistance. Évidemment, on va me dire qu'il fallait reconstruire, d'accord. Mais enfin, on a obligé les travailleurs à surproduire sous prétexte de sauver le capital, sans le dire. Et on l'a sauvé. Hein, il fallait se rencrocher les manches, comme disaient certains, et que la grève, c'était l'arme des trusts. Moi, je m'en souviens, j'ai vécu cette époque-là. Et par la suite, De Gaulle n'avait plus qu'à ramasser la mise. Et sur le problème de Roosevelt, c'est vrai. Mais enfin, il ne faut jamais oublier qu'après le New Deal, etc., il y a eu cette guerre où les États-Unis sont rentrés bien tard dans la guerre. Hein, que très longtemps, il y a eu un ambassadeur des États-Unis à Vichy. Tout ça, il faut se le rappeler. Et ensuite, ce qui a permis vraiment de faire repartir
la machine économique et financière des États-Unis en particulier, ça a été la guerre. Aussi. Alors, je ne veux pas rappeler Jaurès, etc., ce qu'il disait de la guerre, etc., que le capitalisme portait dans lui-même la guerre, c'est toujours vrai. Qui veut parler? Madame? Passez-le moi, s'il vous plaît. Merci. Un des problèmes majeurs aujourd'hui dans notre société économique, c'est le chômage. On nous explique que pour le résoudre, il faut qu'on ait une croissance de tant de points. Et en même temps, vous nous expliquez que la croissance, autrement dit, il ne faut plus y compter. Donc comment, quelle va être l'évolution du chômage? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Bernard Fontaine, concernant les exemples que vous avez cités, l'Argentine, ça s'est fait au détriment de l'environnement, puisque je crois savoir qu'au niveau de l'agriculture, ils ont beaucoup d'OGM. Et puis, alors, il y a un sujet tabou qu'on ne parle jamais, notamment, on peut gagner beaucoup d'argent, ça concerne les dépenses d'armement. On n'en parle jamais. On répond maintenant à cette question-là et puis on fait un deuxième salve de questions. Alors, bon, votre question sur le gouffre entre les décideurs publics, privés éventuellement, et puis les universitaires, comment faire? C'est un peu le sens de votre question pour essayer de le réduire. Alors, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagé personnellement dans une organisation comme ATTAC ou dans un mouvement social. C'est que je pense, nous faisons ce qu'on appelle de l'éducation populaire. C'est-à-dire l'idée, c'est que nous pensons qu'il faut absolument expliquer, convaincre nos citoyens, nos concitoyens, que les politiques qui sont menées sont parfois bonnes, elles ne sont pas toujours mauvaises, mais elles posent des tas de problèmes et qu'il y a éventuellement des alternatives. C'est-à-dire que nous croyons que pour gagner, il faut créer un rapport de force avec les politiques, c'est ça que les politiques ressentent. Et d'où vient le rapport de force? Pour qu'un homme politique quitte au gouvernement, par exemple, mène éventuellement une politique différente, ou infléchisse sa politique, etc. Eh bien, ce rapport de force, il peut venir, premièrement, de l'opinion, des idées qui circulent dans l'opinion. Le fait que, par exemple, le gouvernement se rende compte que les Français, je prends un exemple, en France aujourd'hui, je pense que les banques sont assez impopulaires. Il n'y a pas qu'en France. Donc, je pense que les gouvernements en Europe se sentent un peu obligés de faire quelque chose. Ils ne vont pas assez loin, mais s'ils font le minimum de réformes, c'est probablement parce qu'ils sentent qu'il y a une colère, il y a un ressentiment de la part des citoyens sur la manière dont les banques fonctionnent et sur le fait que, bon, elles sont en partie responsables de la crise. Donc, je veux dire par là que nous avons tout un travail à faire pour que l'opinion bouge et qu'à ce moment-là, quand les gens commenceront à dire « nous, on n'est pas contents, on n'est pas d'accord », ça fera bouger les décideurs. Deuxième élément du rapport de force, le mouvement social. Je crois qu'il faut absolument, et quand je dis, je m'excuse d'employer encore le mot il faut, mais nous nous organisons pour essayer d'organiser, de fédérer tous les mouvements sociaux, et pas uniquement en France. Aujourd'hui, il y a une crise européenne. Nous pensons par exemple qu'il faut essayer de faire la jonction avec les mouvements sociaux en Europe, y compris en Allemagne, y compris en Espagne, etc. Et que si ces mouvements sociaux se développent, et je pense qu'ils vont se développer dans les prochaines années avec la crise, c'est certain, eh bien, croyez-moi, ça finira par faire pression sur les décideurs. Mais bien sûr, si ça reste des manifs isolés, etc., il n'y aura pas d'effet, mais si ça reste des mouvements développés, s'il y a des grèves générales qui se développent, s'il y a des actions précises qui sont menées dans les entreprises, les administrations, etc., je pense que ça peut faire bouger les choses. En d'autres termes, ceux qui nous gouvernent sont très sensibles à ce que pensent les citoyens, parce que ce sont les électeurs, et ils sont aussi très sensibles au fait qu'en face d'eux, il peut y avoir à un moment donné un mouvement social fort qui les oblige à bouger. Regardez dans le Front populaire dont on n'a pas parlé ce soir, les acquis sociaux, comme les vacances, les congés payés, c'était bien sûr Léon Blum, mais c'était aussi sous la pression du mouvement populaire. Et donc c'est clair que si on ne bouge pas, c'est pour ça qu'il faut se mobiliser, eh bien les décideurs, évidemment, ne nous écouteront pas.
Mais c'est très difficile. Hein, je suis d'accord. Quand j'ai écouté votre question, j'ai eu peur parce que vous avez dit le gouffre. Et d'ailleurs, j'avais peur que vous me disiez, mais ce que vous dites, c'est tellement loin des réalités que les universitaires, ils rêvent encore, ils ne sont pas dans le monde réel. Alors je dis ça parce que je prétends qu'il est nécessaire de développer ce que j'appellerais une utopie réaliste. C'est-à-dire qu'il faut qu'on rêve et qu'on pense à des alternatives qui, même si aujourd'hui elles nous paraissent malheureusement pas réalisables tout de suite, sont en même temps des utopies réalistes, parce que si on ne fait pas ces changements, c'est dramatique pour l'humanité et c'est dramatique pour nos descendants. Regardez la question écologique. Est-ce que vous savez, j'ai lu ça dans les journaux ces jours-ci encore, vous connaissez le GIEC, hein, le groupe des experts internationaux sur le climat. Ils ont fait les calculs, alors ils peuvent se tromper, M. Claude Allègre n'arrête pas de dire qu'il se trompe, bon. Mais je pense qu'il y a quand même suffisamment d'experts de haut niveau pour penser qu'ils ne disent pas que des bêtises. Ils pensent aujourd'hui que si on reste avec les politiques actuelles, nous allons avoir un réchauffement climatique de 4 degrés d'ici la fin du siècle. Or, quand on regarde les conséquences d'un réchauffement climatique de 4 degrés, c'est dévastateur en termes de désertification, en termes de changement du climat, d'instabilité du climat, en termes d'impact sur la santé, nos santé, impact sur la banquise, etc., etc. Des effets sur la faune, la flore, des effets dévastateurs. Eh bien, quand vous voyez ça, vous vous dites que là, c'est une utopie peut-être de parler aujourd'hui de changement de mode de production pour économiser les ressources naturelles, pour éviter les gaz à effet de serre, etc. Mais que si on ne le fait pas, c'est nous qui avons raison, c'est nous qui sommes réalistes d'en parler aujourd'hui. Demain, on sera dans une situation insupportable pour l'humanité. Donc, c'est l'utopie est quelque part nécessaire. Et donc, il ne faut pas hésiter à rêver, à penser des choses qui peuvent nous paraître peut-être difficilement atteignables aujourd'hui. Alors, d'accord avec la citation de Lincoln, un peu moins d'accord avec celle de Kessler, donc je vous rejoins. Et donc, Lincoln était un grand président et un homme qui avait une vision. Et vous voyez, dès Lincoln, déjà, il ne fallait pas attendre Roosevelt, hein, on avait aux États-Unis compris que la finance était un danger pour la démocratie. Donc ça, c'est une idée qui est en effet importante. Alors, la question de l'URSS qui existait, moi je vais vous dire, hein, je vais peut-être vous choquer, mais pour moi, l'URSS n'a jamais représenté une alternative. Ça a été un capitalisme d'État, et d'ailleurs, on peut l'appeler en d'autres termes, d'autre part, il n'y a pas plus productiviste que l'URSS. Non, moi je parlais de l'espoir que ça donnait, et la volonté de lutter que ça donnait dans le monde entier. Oui, mais si pour beaucoup de gens, ce système économique-là était considéré comme liberticide, était considéré comme posant des problèmes, c'était peut-être pas vraiment une alternative. Mais là, je sais que je ne serais pas d'accord avec tout le monde. J'ai pas dit que c'était pour faire la même chose, mais ça donnait vraiment... Par contre, moi je raisonne en termes géopolitiques. Toute l'avancée du Front populaire, s'il n'y avait pas eu l'URSS, la Russie, il n'y aurait pas eu ça. D'accord, sans doute. Et si Roosevelt a pris ses décisions, c'est bien parce qu'il avait peur de... Non, mais non, tout à fait. Pourquoi les Américains, par exemple, ont, après la guerre, fait le plan Marshall, par exemple, qui a contribué à aider l'Europe, mais aussi le Japon, à se relever? C'est parce qu'il y avait la menace soviétique. C'est-à-dire qu'ils avaient peur que, par exemple, l'Allemagne bascule du côté soviétique. C'est clair. Donc je suis là-dessus, je vous rejoins. Mais vous voyez, moi, je ne raisonne pas en termes d'alternative, c'est simplement en termes de rapport de force politique. Il y avait un géant qui s'appelait l'URSS, une superpuissance, et il y avait en face les États-Unis, autres géants, qui se partageaient le monde, et chacun voulait garder le maximum de pays dans son orbite. Les soviétiques empêchaient les pays de sortir derrière le rideau de fer, hein, et les Américains, par des méthodes un peu différentes, mais qui finalement avaient le même but, par exemple le plan Marshall, ont essayé d'éviter que d'autres pays ne deviennent communistes. Bon. Donc c'est vrai que, vous avez raison, il y a ces deux géants qui représentaient des systèmes économiques et politiques différents, je ne veux pas dire alternatifs, mais différents, eh bien ça a en effet considérablement influé non seulement sur les rapports de force, mais aussi sur certains mouvements politiques. Donc là-dessus, je vous rejoins tout à fait. Je suis d'accord sur ce point. Mais je ne veux pas idéaliser, n'idéalisons pas l'Union soviétique, quoi. Mais c'est pas ce que vous disiez, donc si j'ai bien compris. Alors, oui, quelqu'un a dit, la crise, c'est bon pour les patrons. Mais évidemment, la crise est même instrumentalisée aujourd'hui par les patrons pour essayer de faire passer des réformes en leur faveur.
Par exemple, la remise en cause de l'État social, la baisse des cotisations sociales, par exemple, qu'on est en train de décider là, hein, avec les transferts des charges hein, sur des impôts, etc., que nous allons payer et que les entreprises ne vont plus payer, ça c'est quelque chose qui clairement a l'avantage du patronat. Donc le MEDEF d'ailleurs a applaudi à ces mesures. Donc là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Et c'est là que nous, on doit dénoncer ça, et on doit dire, pour que les gens soient vraiment lucides, la crise n'est pas mauvaise pour tout le monde. La crise profite à certains. Il n'y a qu'à voir comment les grands patrons, les cadres supérieurs des banques aujourd'hui gagnent plein d'argent, autant des salaires aussi élevés, des bonus aussi élevés qu'avant la crise. Ces gens-là, ils sont très bien. Merci. Merci beaucoup pour eux, ils n'ont aucun problème. Ceux qui ont des problèmes, c'est les autres. C'est nous, et surtout les classes donc défavorisées. Quand j'appelle les classes défavorisées, je ne sais pas si vous avez vu ces statistiques qui sont tombées là ces jours-ci, qui sont horribles. En France, il y a aujourd'hui 23%, c'était le titre du Monde d'hier, 23% des jeunes hein, qui sont en situation de pauvreté. Et 46% des non qualifiés qui sont au chômage. C'est ça? Donc c'est horrible ces statistiques. Hein. Et ça c'est la France, mais quand vous allez en Espagne, vous avez 50% des jeunes qui sont au chômage. On n'en est pas là encore en France, mais 50%. Et il y a plusieurs dizaines de milliers de jeunes Espagnols, diplômés ou pas, mais souvent des diplômés, qui partent, qui émigrent, qui vont soit en Europe, par exemple en Allemagne, ou bien dans les pays d'Amérique latine, par exemple, en Argentine. Et donc, si vous voulez, c'est vraiment absolument dramatique, mais tout le monde ne souffre pas dans cette crise. De même qu'il faut faire une hiérarchie entre les pays. Nous souffrons pour le moment, quand je dis nous, c'est un collectif, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent en France, hein, mais en moyenne, les Français, je dis en moyenne, hein, souffrent quand même beaucoup moins que les Grecs. Donc il y a des pays qui souffrent énormément, les Grecs, les Espagnols et les Portugais, par exemple. Mais peut-être que dans quelques années, nous serons, je l'espère pas, mais nous pourrions être au niveau de souffrance sociale, par exemple, que connaissent aujourd'hui, par exemple, les Portugais ou les Espagnols, si la crise venait à continuer. C'est aussi un rapport de force. Bien sûr, bien sûr. Parce que sans la CGT... ouais, enfin... Et oui. Oui. En Europe, ça n'existe pas, ça. En Grèce, au Portugal, ça n'existe pas. C'est assez minoritaire. Là, je suis même divisé. D'accord, bon. Ah. Non, mais je réagissais par rapport au rôle de la CGT en France. Je ne suis pas sûr que ce soit un contre-pouvoir aussi puissant et aussi radical qu'elle le fut dans le passé. Donc, ça, mais ça, bon. Passons. Alors, mais ceci dit, je travaille beaucoup, nous travaillons beaucoup avec la CGT. Je veux dire que c'est certainement un partenaire social extrêmement important. Hein. C'est évident. Alors la question, la guerre et le capitalisme. Oui, le capitalisme a besoin, dans certaines périodes de son histoire, de la guerre pour développer des industries d'armement, etc. La fameuse guerre froide du temps de l'Union soviétique, c'était pain béni pour les industries d'armement. Ça permettait de construire des armes extrêmement coûteuses. La guerre des étoiles de Todd Reagan, par exemple, c'était un bonheur pour les capitalistes. Simplement, il n'y a pas que les pays capitalistes qui ont fait la guerre dans l'histoire. Là aussi, ne croyons pas que c'est une spécificité du capitalisme. Le capitalisme, la guerre, oui, mais il y a d'autres régimes politiques qui ont été aussi extrêmement guerriers dans le passé. Alors, la question maintenant du chômage et de la croissance. Madame, vous avez posé la question. En effet, vous avez dit, vous nous prédisez un ralentissement de la croissance, et on constate une montée du chômage. Or, on nous dit, mais sans croissance importante, on n'aura pas une réduction du chômage. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? On peut répondre plusieurs choses. Premièrement, il y a le fait que aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, dans le cadre d'un système économique productiviste dans lequel on est, les entreprises, pour avoir une rentabilité maximum, cherchent à économiser au maximum la main-d'œuvre. Ce qui veut dire que de réaliser ce qu'on appelle des gains de productivité, c'est-à-dire de produire plus avec moins de salariés. Donc c'est ce système-là qui est en cause. Hein. Et donc c'est clair qu'il faut repenser un mode, c'est ce que je disais tout à l'heure en terminant, un modèle moins productiviste. Alors une des façons de le repenser, c'est le partage du travail. C'est-à-dire de considérer qu'une partie des gains de productivité qui sont inévitables et souhaitables soit utilisée non pas uniquement pour augmenter les profits des entreprises, mais aussi pour permettre de créer de l'emploi.
pour créer des richesses et de l'emploi. Et donc ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que vous augmentez la richesse par des gains de productivité, il ne faut pas que cette richesse aille intégralement dans l'escarcelle des capitalistes, il faut qu'aussi elle soit utilisée pour créer des emplois nouveaux. Voilà. Et ça, c'est, je crois, important. Et la réduction des 35 heures, au départ, c'était ça. Bon, ça a été une expérience qui n'a pas totalement réussi, mais notamment parce qu'il y a eu 2 lois. Il y a eu une première loi qui était plutôt bonne, et une deuxième loi où on a considérablement affaibli les effets sur l'emploi de la réduction du temps de travail. Mais fondamentalement, la réduction du temps de travail est un moyen de préserver un niveau d'emploi tout en ayant une croissance relativement lente. Et mon pari sur l'avenir, je vais peut-être me tromper, mais je ne suis pas sûr, c'est quand vous regardez l'histoire, vous apercevez que, l'histoire longue, sur plusieurs siècles, que la réduction du temps de travail, c'est un phénomène inéluctable. Quand vous voyez comment travaillaient les générations, à la première révolution industrielle, par exemple, à la fin du 19e siècle, mais les gens, ils travaillaient tous les jours, y compris les enfants, et les femmes d'ailleurs, et ils travaillaient, je ne sais pas combien d'heures par jour, mais 10 heures, 12 heures par jour. 10 heures en 87. Ouais. Donc, aujourd'hui, on en est quand même un peu moins. Donc, je veux dire que, et ça veut dire qu'on a consacré une partie des gains de productivité à réduire le temps de travail. Donc, je pense que contrairement au discours du patronat, et beaucoup de gens aujourd'hui, même en dehors du patronat, de dire qu'il faut augmenter le temps de travail, c'est une bêtise par rapport à l'évolution longue, où inévitablement, dans la durée, le temps de travail doit baisser et va baisser comme il l'a fait dans le passé. Et donc je suis prêt à parier, on ne sera peut-être plus là pour le voir, évidemment, que dans certains jeunes dans la salle le verront peut-être, mais que dans 50 ans, par exemple, je suis certain qu'on travaillera moins qu'aujourd'hui. Certain. Malgré tous les discours d'aujourd'hui en disant il faut augmenter le temps de travail, etc. Parce que c'est une évolution inéluctable et qui est une bonne évolution. D'abord, ça donne du loisir, ça permet aux gens de ne pas consacrer toute leur vie au boulot, et aussi, ça crée des emplois, ça permet de mieux répartir le travail. Donc, si vous voulez, la réponse à votre question, c'est de ne pas consacrer tous les gains de productivité au profit. Alors vous me direz, mais comment on fait? Parce que on est dans un système il faut se battre contre ce système, et il faut envisager des emplois dans des secteurs qui sont très utilisateurs de main-d'œuvre. Par exemple, aujourd'hui, nous vivons dans une société, comme on dit, tertiarisée. Vous savez qu'il y a 3 secteurs dans l'économie. Le secteur primaire, c'est l'agriculture. Il y a 100 ans, la plupart des Français étaient dans l'agriculture. Après, il y a eu l'industrie, la révolution industrielle, l'industrialisation. La plupart de la population est passée dans l'industrie. Aujourd'hui, on est dans la phase de la tertiarisation. La plupart des citoyens, des salariés, passent dans le tertiaire. Or, il se trouve qu'il y a de plus en plus d'emplois tertiaires qui se développent, avec des gains de productivité qui sont assez faibles, ce qui caractérise le tertiaire. Et donc, le fait que nous nous tertiarisons, c'est plutôt une bonne chose pour l'emploi. C'est-à-dire que demain, après-demain, nous aurons des tas d'emplois qui n'existent pas forcément aujourd'hui, d'accompagnement des gens, des familles, des entreprises, des services à la personne, des services aux entreprises, etc., qui se développeront. Alors vous me direz, mais ça souvent c'est des emplois non qualifiés, etc. Mais pas forcément. Pas forcément. Parce qu'avec la complexité de la société, regardez les problèmes de santé par exemple. J'ai écouté une émission là, ce matin qui parlait du problème des personnes âgées. Aujourd'hui, le sens de l'histoire, c'est que les gens restent chez eux le maximum, qu'ils soient le moins hospitalisés possible, parce que quand les gens, notamment les personnes âgées, sont en dehors de leur maison, c'est comme ça qu'elles souffrent le plus, et qu'elles sont dans une situation souvent très difficile moralement et physiquement. Eh bien, l'idée c'est de garder les gens chez eux. Or, quand on n'est pas en bonne santé, ce qui est le cas quand on vieillit malheureusement, il ne suffit pas d'avoir quelqu'un qui vient vous aider, vous mettre des compresses, etc. Il faut du personnel médicalisé qui peut vous aider. Donc je prends cet exemple pour vous dire que le niveau de qualification requis pour permettre aux gens de vivre chez eux dans les meilleures conditions va s'élever. Et donc voilà des emplois tertiaires qui vont se développer certainement et qui vont créer des emplois et des emplois qualifiés. Donc je pense qu'on va vivre dans une société où on va avoir besoin de plus en plus d'emplois de ce type-là, et ça peut être une réponse en partie au chômage, si vous voulez. Je ne dis pas que c'est la solution, mais le partage du travail d'une part et le fait qu'on ait des emplois nouveaux qui se créent dans la société est un élément de réponse sur la question du chômage. Mais c'est vrai qu'à court terme, je ne suis pas optimiste. C'est vrai qu'à court terme, on est condamné à une montée du chômage. Hélas, je vais utiliser même le même discours que M. Sapin, qui est ministre de l'Emploi, c'est que, hélas, on peut prévoir, en toute logique, qu'il y ait encore une montée du chômage, parce qu'aujourd'hui, dans le système actuel, la récession va engendrer du chômage.
Ça c'est clair. Donc c'est vrai que là, vous avez raison d'être inquiète. Mais je pense qu'il faut dépasser cette inquiétude de court terme pour penser que la société va se transformer et qu'il y aura probablement des créations d'emplois, pas probablement, je l'espère, je le pense, dans le futur, et que de ce point de vue-là, ça sera plutôt bon pour l'emploi. Alors maintenant, l'Argentine. Oui, vous avez raison, l'Argentine, c'est un pays où même le Brésil, qui ne sont pas très loin, ce sont deux grands pays dans lesquels les préoccupations écologiques sont secondaires. Enfin, secondaires. Ils font des progrès, notamment les Brésiliens. Mais c'est vrai que ce qui se passe dans la forêt amazonienne, par exemple, ou ce qui se passe en Argentine, la manière dont ils cultivent des OGM, c'est vraiment absolument dramatique. Moi, j'ai eu la chance d'aller en Argentine à plusieurs reprises, et je dois dire que les plus grandes engueulades que j'ai eues avec des collègues de l'ATAC, notamment, des intermondialistes, c'est à propos des OGM, parce qu'eux défendent les OGM là-bas. Donc, parce qu'ils disent ça crée des emplois, vous exagérez, vous, Européens, quand vous avez peur des OGM, c'est très bien. Le soja, par exemple, OGM, qui est produit de manière massive en Argentine et que nous mangeons. Parce qu'on dit qu'on n'importe pas d'OGM, mais vous savez que les tourteaux que mangent les bétails, c'est des tourteaux importés d'Argentine, qui sont des OGM. Donc ne croyez pas que les OGM n'arrivent pas sur notre sol. Et quand vous mangez de la viande, quand vous mangez du bœuf, par exemple, vous mangez des OGM, en fait. Enfin, indirectement. Et donc, c'est vrai que là, il y a un vrai problème. Donc, je ne veux pas idéaliser, vous avez raison de mentionner ça, il ne faut pas idéaliser l'Argentine. Et je crois que même les Chinois, qu'on avait critiqués à un moment donné pour être un pays qui avait des préoccupations environnementales minimales, sont en train de changer parce qu'ils se sont rendus compte que l'usure des sols, par exemple, les inondations qu'ils connaissent à répétition dans certaines régions, sont le résultat direct d'une exploitation sauvage de leur nature ou de leur terre. Et donc ils sont en train de comprendre que les questions environnementales, c'est pas uniquement pour fleurs bleues ou bien pour les petits oiseaux qui sont gentils, c'est une question d'intérêt économique. C'est que si vous dévastez votre pays, les sols de votre pays, si vous dévastez les forêts, etc., tôt ou tard vous allez le payer très cher en termes de réchauffement climatique, en termes de rendement agricole, etc., etc. Donc je pense que oui, les deux Pâques, voilà. C'est les civilisations qui disparaissent parce qu'elles ont massacré leur environnement. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience, y compris en Argentine, au Brésil et en Chine, par exemple, pour parler des trois grands géants émergents, qui sont très productivistes à bien des égards. Je pense qu'il y a une prise de conscience quand même non négligeable sur les questions environnementales. Et encore une fois, c'est pas pour des raisons romantiques, c'est pour des raisons d'intérêt. Et donc, ça, c'est plutôt positif. Pour autant, ils nous accusent, nous, et ils n'ont pas tort, nous, les pays développés, d'avoir une dette écologique à leur égard. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression de dette écologique. C'est-à-dire que nous, dans notre passé, nous, pays développés, nous avons exploité la nature d'une manière éhontée, chez nous et dans les colonies notamment, et que quelque part aujourd'hui, nous n'avons pas de leçons à leur donner. De ce point de vue-là, parce que nous avons fait bien pire qu'eux aujourd'hui dans notre passé. Même si nous avons pris aujourd'hui une conscience écologique plus importante peut-être que dans ces pays-là, nous avons un passé qui dans ce domaine n'est pas glorieux. Voilà, donc c'est aussi ça qu'il faut voir. Voilà, bon. On peut peut-être prendre d'autres questions. Je crois qu'il y avait au moins une question, quelqu'un qui avait pas qui avait levé la main. Oui, je voulais revenir sur cette question du partage du travail. Oui. Parce que c'est une question qui renvoie à deux problématiques. La première, c'est celle de la notion de travail, ce qu'on entend par travail aujourd'hui. Ce concept de travail a beaucoup évolué dans le temps. Et aujourd'hui, on parle beaucoup plus facilement, par exemple, on distingue beaucoup plus facilement, quand on parle de travail, on parle couramment du travail rémunéré. Alors ce qui est de plus en plus en jeu dans les productions sociales, c'est l'ensemble des activités, c'est-à-dire les activités rémunérées et les activités non rémunérées, qui contribuent à la production d'un certain nombre de choses, d'idées, de pensées, etc. On voit bien par exemple sur Internet, on peut prendre l'exemple de Internet sur cette question-là, mais aussi on peut prendre l'exemple du travail, du travail pendant le temps de travail et du travail hors travail, qui n'est plus considéré comme du travail et pourtant qui n'en est pas moins. Et donc, bon, c'est tout ça pour dire qu'on on souffre d'un déficit
de réflexion sur cette notion sur cette notion du travail face à une exigence aussi de plus en plus grande de développement généralisé de l'ensemble des activités humaines, dans tous les domaines. Et on ne réduit ça souvent qu'à la distinction entre travail et loisir, ce qui est quand même un petit peu court pour penser le développement de l'homme dans toutes ses dimensions. Et moi je pense que là par rapport à ça, il y a ce problème-là. Et l'autre problème c'est effectivement c'est cette question du travail rémunéré et de la production de valeur. Lorsqu'on parle classiquement de la production de valeur, c'est la production de valeur sociale. Et ce qui est en jeu par rapport à cette production de valeur sociale, c'est pas la production de valeur sociale en tant que telle, c'est l'appropriation privée de la valeur sociale. Et cette appropriation privée, elle est de plus en plus problématique parce que justement, il y a une part de la production de valeur sociale qui est de moins en moins socialisée justement à travers les impôts, à travers les cotisations sociales, à travers toute une série de formes de socialisation une partie importante de la production de ces valeurs n'est plus socialisée, mais retourne dans le giron de l'accumulation privée. Et donc, moi, je pense que par rapport à ça, il y a aussi donc, il faut penser peut-être autrement cette question du travail et du partage du travail, parce qu'on a vu aussi que ce débat sur le partage du travail et de la réduction du temps de travail est quand même très courte et très ambiguë sur un certain nombre de plans, et il ne répond pas, à mon sens, aux exigences de développement humain d'aujourd'hui, dans le sens où ce qui est en jeu, c'est le développement des possibilités dans toutes les dimensions de la vie humaine, et pas simplement dans la question du rapport au travail rémunéré. Merci. Très brièvement, Daniel Monteux. Très brièvement, moi, trois remarques qui... C'est pas vraiment des questions, puisque ça prolonge ce qui a été dit dans ton exposé. La première remarque là, sur la lutte pour sortir du productivisme. Il me semble qu'on a pris beaucoup de retard dans ce pays et dans d'autres pour mettre en cause concrètement et pratiquement le couple infernal marchandisation-consumérisme qui alimente en permanence un productivisme sans aucun rapport avec la réalité des besoins et aussi avec la protection des ressources naturelles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à propos de la Grèce, s'il est vrai que certains décideurs, tu as parlé de Merkel, commencent à se dire que peut-être ils y ont été un petit peu forts et qu'il faudrait peut-être desserrer le licol qui pèse sur la Grèce, c'est vrai que sans doute il y a les 3 années de souffrance extrême du peuple grec, mais il y a aussi en même temps le fait que les résistances sociales n'ont jamais cessé et qu'on assiste en ce moment à la montée au plan politique de forces alternatives qui risquent de remettre en cause le consensus austéritaire qu'on veut imposer au pays. Je crois que ça compte dans le rapport de force. Et enfin, la troisième remarque, elle porte sur la question de la dette. Tu as fort justement indiqué qu'une des causes essentielles de la dette, c'était l'érosion fiscale, les cadeaux fiscaux, les exonérations, la diminution, etc. Il suffit de regarder vos feuilles d'impôt sur le revenu des dernières années où il y a une partie qui explique l'utilisation de l'impôt avec des petits tableaux qui sont très intéressants et qui montrent qu'en réalité, grosso modo, c'est pas tellement les dépenses de l'État qui ont augmenté, hein, mais c'est essentiellement les recettes qui ont diminué du fait des différentes causes que tu as soulignées. Mais je crois qu'il y a une deuxième cause complémentaire à l'extension de la dette, c'est le fait que en France, et comme dans les autres pays européens, les intérêts de la dette pèsent de plus en plus lourdement dans la mesure
où les États, il est interdit aux États d'emprunter aux banques centrales et à la BCE à des taux très bas et qui sont obligés d'emprunter aux banques à des taux plus élevés. Et comme on sait par ailleurs que les banques se refinancent auprès de la Banque Centrale Européenne, elles-mêmes à un taux très bas, elles font une excellente opération là-dessus, au détriment du peuple. Alors pour terminer, je dirais que c'est une information. On est en train d'essayer de mettre sur pied à Bagneux, avec quelques amis, un collectif local pour l'audit citoyen de la dette, et on pense sérieusement à préparer pour, mettons, la fin du mois de février si on le peut, un après-midi de réflexion sur la dette et les banques, avec comme clou de cet après-midi une représentation, si on y arrive, du tribunal populaire des banques, qui en ce moment est en train de se produire à la cartoucherie de Vincennes d'ailleurs. J'ai cru voir d'ailleurs que Dominique Plion participait au débat lancé là-dessus. On n'a pas encore de date précise, mais on vous tiendra au courant de manière à ce que cette initiative, qui le méritera certainement, puisse être une grande réussite et aider justement aux prises de conscience citoyennes nécessaires. Merci. Oui, j'ai plusieurs points. Je voudrais partir de la notion de crise elle-même. Pour être dans l'optimisme, les philosophes disent toujours que la crise, le moment de la crise, ouvre une situation aussi dérangeante qu'elle est en même temps, elle oblige à, dans cette incertitude où l'on est, quelle que soit la situation de crise que l'on peut rencontrer, oblige justement à penser ou repenser et en même temps à faire des choix. Donc on va dire que moi je me réjouis de voir que sur un certain nombre de questions qui étaient encore très tabous, pour en parler que la principale, la question environnementale et écologique, je vois même des camarades qui, il y a peu de temps, disons, ricanaient un petit peu en disant que ça c'était pour les bobos. Je vois quand même que maintenant ça devient une question qui ne fait plus sourire et auquel chacun se confronte plus ou moins